Bonsoir Axel Davezac. Venez, on va se mettre au centre ici de la scène. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler quelle est l'histoire de ce Grand Prix qui évolue, donc cette année en l'occurrence? Bonsoir à tous. Bien sûr, l'histoire de ce Grand Prix, il a été créé en 2010 grâce à la générosité des donateurs que je remercie aussi beaucoup ce soir de la Fondation de France. Avec l'idée finalement, alors ça a été évoqué au fil des différentes interventions, que cette maison elle est engagée depuis 50 ans dans les travaux de recherche et qu'il est important aussi pour tous ces chercheurs qui travaillent, et on l'a bien compris aussi dans ce temps long, de plusieurs dizaines d'années, d'arriver à symboliser et à faire vivre et rayonner aussi l'aboutissement de ces travaux. Alors même si les travaux des Renésa n'ont pas conclu de 2014 exactement au résultat escompté, il n'empêche que grâce à ces travaux-là, on arrive à rebondir et petit à petit, au fil des années, à mettre au point des solutions thérapeutiques. Et finalement, ce qui guide tous les donateurs et les fondateurs de la Fondation de France, c'est bien ça, c'est d'arriver à trouver des solutions. Et donc ce Grand Prix, en 2010, il avait cette vocation de venir mettre en lumière, saluer des travaux menés par des chercheurs soutenus par la Fondation de France qui allaient donner en tout cas des résultats très concrets pour les patients. Et puis en 2020, ça a été évoqué également tout à l'heure, nous avons connu cette pandémie, et donc au printemps 2020, qui est la saison normalement, à laquelle on remet ce Grand Prix, bien évidemment, il a été tout à fait impossible d'envisager cet événement. Et puis surtout, dans le même temps, nous avons tous traversé plus ou moins facilement cette période, mais en tout cas pour les jeunes chercheurs, ça a été extrêmement difficile parce que tous les laboratoires ont été fermés. Or, tous ces jeunes chercheurs, doctorants ou post-doctorants, ils sont financés par un système de bourse sur une durée déterminée, et donc 3 mois de fermeture du labo, c'était une catastrophe parce que ça voulait dire plus les moyens financiers d'arriver à mener au bout leur thèse ou leurs travaux de post-doctorat. Et du coup, nous avons proposé au jury du Grand Prix d'utiliser cette somme de 100 000 € qui était prévue pour le Grand Prix 2020 pour aider des jeunes chercheurs à avoir un complément de financement sur cette période. Voilà. Et donc je remercie le jury qui a trouvé que c'était une très bonne idée finalement de ne pas féliciter un chercheur en particulier, mais plutôt de venir en aide à la communauté des jeunes chercheurs de notre pays. Et puis cette période du Covid, elle a duré, et d'une manière générale, à l'automne 2020, il nous a semblé indispensable de réfléchir finalement à la pertinence de toutes les actions menées à la Fondation de France, de revisiter un certain nombre de programmes sur tous les champs, pas uniquement la recherche. Et concernant ce Grand Prix, de la même manière, nous nous sommes dit, c'est peut-être l'heure, au bout de 10 ans aussi, de s'interroger sur la pertinence de ce prix. Est-ce qu'il répond bien à un besoin de la communauté scientifique de notre pays? Donc Fanny Ledonné, que vous avez entendu tout à l'heure et que je remercie, elle s'est mise en tête d'arriver à trouver donc des nouvelles propositions. Elle a interrogé beaucoup de membres de nos comités, je remercie aussi ceux qui sont là ce soir, pour trouver avec eux finalement la meilleure formule pour ces grands prix. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait pas un mais 2 grands prix. Donc là, les chercheurs ont été très bons parce qu'ils ont réussi à faire passer le budget de 100 à 150 000 € par an. Donc Fanny s'est laissée convaincre et c'est très bien. Et surtout, plus sérieusement, l'idée a été de dire finalement c'est très bien d'avoir un grand prix qui récompense un chercheur senior pour plus de 20 ans ou 30 ans de recherche. Mais il y a une période qui est particulièrement importante dans la carrière d'un chercheur, ce qu'on appelle un jeune chercheur. Alors, dans la recherche, on est jeune jusqu'à 45 ans, donc c'est bien. Finalement, de dire cette période où finalement on est un jeune chercheur, on a un début d'équipe à 45 ans, il y a une période de creux où on n'est plus complètement un post-doctorant, on a une équipe, une jeune équipe, mais on a un petit trou de financement. Et venir aider ces jeunes chercheurs au moment où ils démarrent avec leur équipe, ça rendra un vrai service, ça leur donnera aussi de la visibilité pour construire et déployer leurs travaux, et puis garder donc ce grand prix pour un chercheur senior. Et là aussi, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on peut dire on
qu'on est senior, mais ça veut juste dire qu'on a plus de 45 ans dans la recherche, donc tout va bien aussi. Voilà. Donc la dotation est de 100 000 € pour le senior. Absolument. Et 50 000 donc pour le jeune chercheur. Oui. Un mot du jury, Axel Davezac? Oh ben, un grand merci. Alors, j'ai pas vu tous les membres du jury. J'ai vu Erwan, bien sûr, puisqu'il était là, mais j'ai pas vu les autres. Et surtout à notre présidente, Pascale Cossard, qui nous est fidèle et qui donne son temps et son énergie pour ce très beau jury du Grand Prix, que je remercie aussi très sincèrement. Mais c'est donc le moment de les découvrir, ces 2 lauréats. Absolument. Pour cette édition 2022. Et je vous laisse donc annoncer le premier lauréat de ce prix de la Fondation de France. Alors, pardonnez-moi, je dois Mais je vous en prie. Mon outil. Et donc, le lauréat du prix chercheur junior est remis à Raphaël Margueron, qui vient tout de suite pour ses travaux. Où vous voulez. Voilà. Et voilà, et je vous remets votre prix, mais après peut-être, Voilà. parce qu'on va vous écouter. On va quand même prendre quelques temps pour discuter ensemble et puis connaître d'abord votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait? Racontez-nous un petit peu jusqu'à maintenant et puis le travail que vous menez aujourd'hui avec votre équipe. Alors j'ai un parcours classique pour un chercheur, c'est-à-dire que j'ai effectué ma thèse en France, en l'occurrence à Montpellier, à la faculté de médecine, où je travaillais sur le rôle de l'acétylation dans la signalisation œstrogénique. Et après avoir fait ma thèse, je suis parti pendant un petit peu plus de 6 ans aux États-Unis, dans un laboratoire assez connu qui travaillait sur la transcription. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur le sujet que j'ai développé dans mon labo, qui est j'en parlerai peut-être un peu après, les protéines polycombes. Et donc j'ai ramené ce sujet à Paris, à l'Institut Curie, où j'ai mon équipe depuis à peu près 10 ans. Alors, éclairez-nous un petit peu quand même, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait tous bien suivi exactement l'objet de votre travail, en des termes plus clairs peut-être, pour savoir ce que vous faites aujourd'hui avec votre équipe. Alors, en des termes un petit peu plus clairs, je travaille sur un ensemble de protéines qui va contrôler l'identité des cellules. Donc, qu'est-ce que l'identité des cellules? Vous savez que dans un organisme complet comme le corps humain, il y a un très très grand nombre de cellules, des milliards de cellules, et chacune de ces cellules doit avoir à son identité qui définit sa fonction. Et les protéines sur lesquelles on travaille vont contrôler cette identité. Et en fait, quand on parle d'identité, alors pour donner un exemple encore plus clair, l'identité, c'est ce qui va par exemple différencier une cellule de l'épiderme d'un neurone. Et ça va être défini par les gènes qui sont utilisés. Et les protéines sur lesquelles on travaille vont, d'une façon un peu simplifiée, vont marquer les gènes pour dire dans cette cellule, il faut utiliser ce gène ou il ne faut pas l'utiliser. Et c'est ça qui va constituer l'identité. Donc nous, on travaille sur des protéines qui ont un rôle très particulier, c'est qu'elles disent ce gène ne doit pas être exprimé dans cette cellule. Et du coup, lorsque ces protéines ne fonctionnent pas bien, lorsqu'il y a un problème, on va avoir une perte de l'identité des cellules. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans un certain nombre de pathologies, dont le cancer. Voilà. Donc vous travaillez concrètement sur le cancer, c'est ça? Voilà, donc une partie importante. Donc on a une approche vraiment fondamentale pour essayer de comprendre comment ces protéines fonctionnent. Et après, régulièrement, on retombe sur des résultats qui s'appliquent à la recherche sur le cancer. Tout type de cancer ou des cancers en particulier? Alors, en fait, l'ensemble des protéines sur lesquelles on travaille va se retrouver altéré dans de très nombreux types de cancers. Donc, c'est assez pan-cancer. Et là, aujourd'hui, le projet pour vous et votre équipe, qu'est-ce que c'est exactement alors? Alors, on a plusieurs projets, d'ailleurs, que ce prix va soutenir. Et je vais peut-être donner 2 exemples parce qui vont illustrer un petit peu la façon dont on fait la recherche. On a identifié un gène qui contrôle la façon dont les gènes sont marqués lors du développement. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était à un moment très précis du développement, c'était lors de la gamétogénèse. Donc c'était... Pardon ? Vous voyez très bien à quel moment c'est un moment très précis. Vous pouvez vulgariser pour nous, Axel Davezac, s'il vous plaît? Alors, les gamètes, je pense que vous savez quel est leur rôle, c'est ce qui va permettre la transmission de l'ADN
des parents à la génération suivante. Et donc, la façon dont cet ADN est transmis est très importante parce que ça peut influer le développement après. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un des gènes qui jouait un rôle très important à ce moment-là. Et c'est un de nos projets, c'est de comprendre le rôle de ce gène. Alors, nous, on est parti d'une recherche fondamentale. On découvre quelque chose qui était inattendu, c'est que ça a un rôle dans la gamétogénèse et en plus dans la fertilité. Et en même temps, il y a un autre laboratoire qui a découvert que ce gène était exprimé de façon anormale dans un sous-type de tumeur du cerveau. Et donc nos recherches fondamentales s'appliquent aujourd'hui, ont des conséquences sur la recherche sur ce sous-type de tumeur du cerveau. Raphaël Margueron, merci beaucoup pour ces précisions. On vous applaudit évidemment pour ce prix qui vous est remis. Encore félicitations, vous pouvez rester avec nous sur scène, puisque nous allons accueillir la seconde lauréate donc, de cette année, et Axel Davezac, je vous laisse évidemment annoncer son nom. Et donc une toute jeune senior pour le prix de la recherche senior, Sandrine Imbert. Qu'on peut applaudir. Bonsoir à vous. Voilà, tenez, je vous donne ce micro et vous pourrez avoir votre diplôme dans un instant. Vous êtes Sandrine Imbert, directeur de recherche de classe 1 à l'Institut des neurosciences de Grenoble. Vous êtes responsable de l'équipe progéniteur neuro et pathologie cérébrale. 13 personnes composent votre équipe. Sur quoi est-ce que vous travaillez exactement depuis 20 ans ? Alors, je travaille sur la maladie de Huntington, dont on a entendu parler déjà tout à l'heure. Enfin, ouais. Donc, c'est une maladie c'est une maladie neurologique, qui est une maladie à manifestation tardive, un peu comme la maladie de Parkinson, Alzheimer. Ça fait partie de ce groupe de maladies dégénératives de l'âge adulte. Et c'est une maladie qui, à la différence de ces maladies-là, elle est exclusivement héréditaire, hein, c'est-à-dire que on n'attrape pas, enfin, on n'a pas cette maladie de façon sporadique, hein, c'est des maladies dans des familles. Et elle a cette caractéristique aussi, en plus d'être héréditaire, d'être à ce qu'on appelle pénétrance complète, c'est-à-dire que si c'est héréditaire, ça veut dire qu'il y a un gène qui est impliqué. Pénétrance complète, ça veut dire que quand on va porter ce gène malade, on va de façon développer la maladie, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que vous avez décrit récemment, justement, autour de cette maladie ? Alors, moi, ces dernières années, l'équipe a travaillé sur, en fait, comme je disais, c'est une maladie héréditaire. Il y a un gène qui est impliqué. Ce gène va coder pour une protéine qui est donc mutée dans la maladie. Mais dans la population qui n'est pas atteinte par la maladie de Huntington, le gène, il est normal. Et de façon tout à fait étonnante, c'est un gène qui est absolument nécessaire au développement d'un organisme vivant. Et en particulier, il est absolument requis pour la mise en place du cerveau. Et ce qu'on a montré au laboratoire, c'est que donc on a un gène, quand il est muté dans la maladie de Huntington, on observe des anomalies cérébrales dès le début de la vie embryonnaire, alors que, comme je vous l'ai dit, c'est une pathologie qui va se développer des décennies plus tard, qui va démarrer des décennies plus tard. Non, elle va se développer justement très tôt, mais les signes apparents de cette maladie auront lieu vers l'âge adulte moyen, en général vers 40-50 ans. Donc il y a des altérations dès le fœtus d'ailleurs ? Dès le fœtus, oui. Donc, ce qui veut dire que, donc en fait, ça répond tout de suite à la question de quelle est la suite de mes travaux. Donc ça, on l'a montré, hein, on a vu qu'effectivement, il y avait des altérations fœtales, qui étaient d'ailleurs assez marquantes, alors que, comme je le répète, la maladie se déclenche beaucoup plus tard. Donc évidemment, comment on va interpréter ces anomalies très précoces ? Alors, une interprétation qui est assez facile et instinctive, c'est que, heureusement, le cerveau est très plastique, va s'adapter. Il va mettre en place des mécanismes de compensation, d'adaptation. Mais le système qui s'adapte ne sera pas totalement normal. Donc, on veut essayer de comprendre comment se mettent en place ces adaptations. Est-ce que certains mécanismes qui sont altérés ne s'adaptent pas vraiment bien, ce qui serait peut-être responsable de signes très précoces dont on a entendu parler pour Parkinson, des signes qui sont confondants parce qu'on en trouve plein dans la population, les signes psychiatriques, etc.
le troisième volet de recherche, c'est est-ce que, justement, on peut soit éviter ces adaptations qui ne sont jamais très bonnes pour un système, est-ce qu'on peut les aider un petit peu pour retarder l'apparition des symptômes. Et donc ce prix va vous permettre justement de poursuivre financer ces travaux. et de poursuivre vos travaux. Sandrine Imbert, félicitations à vous. Bravo.